Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue dans cette table ronde sur le thème, le grand thème, un thème important, un thème majeur, bien entendu. Quel financement des associations demain et comment préserver le modèle non lucratif. On va donc donner la parole à nos différents intervenants et intervenantes. On a fait le choix d'aller plutôt du local au national et de voir aussi différentes entrées. On a une association locale, une association nationale et puis une fédération régionale et puis donc un élu du conseil régional, mais chacun va se présenter. Donc je vous propose de commencer et puis évidemment on va garder du temps pour vos questions en sachant, voilà, on va voir si on peut y répondre, mais en tout cas on essaiera sur ce thème vraiment très important pour le monde associatif sur les modèles de financement. Voilà, je vais donc commencer. Donc chacun va se présenter, puis après va répondre à ma question. Donc je vais d'abord poser la question, et puis vous présentez d'abord, et puis après vous pourrez y répondre si vous voulez, si ça vous va. Donc la question à Marie Feuillet et Bruno Cheviron qui vont donc se présenter, c'est comment fonctionnent vos modèles économiques et quelles sont vos problématiques. Attendez, vous avez juste 5 minutes. Oui, on peut dire, voilà, on va dire 8 entre les deux. D'accord ? Alors on commence par qui ? Marie. Allez, Marie. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Marie Feuillet, je suis chargée de mission pour l'association Novita, territoire zéro chômeur de longue durée, sur un des quartiers de Vannes, à Minimur. Voilà, donc rapidement, le modèle économique. Donc Novita est une jeune association, une association de militantes, de citoyens, de personnes privées d'emploi, qui a été créée en 2018. Qui a œuvré avec le soutien de la mairie et d'autres associations pour l'habilitation du territoire zéro chômeur de longue durée sur Minimur. Donc le territoire a été habilité en 2021. Donc on est tout jeune en fait encore dans l'histoire. Donc vraiment une association de citoyens. Aujourd'hui, notre mission à Novita, c'est de porter, d'animer territoire zéro chômeur de longue durée sur le territoire, sur le quartier. Donc on est tout petit, on est 2 salariés. Même si on porte l'animation technique et politique de TZ sur le quartier, avec la mairie, c'est aussi une organisation particulière, donc une petite association avec la collectivité. Donc on anime ça sur le quartier, donc petite association, on est 2 salariés. Et notre modèle économique, jusqu'à aujourd'hui, c'était du fonds public, donc FSE, contrat de ville et conseil régional. Donc je ne vous ai pas dit à quoi on servait quand même. On a 2 missions essentielles. On croit fondamentalement que chacun d'entre nous est employable et qu'on a tous des capacités et des compétences pour travailler si on est volontaire. Premier principe. Deuxième principe, c'est qu'on n'avait pas tout inventé et qu'il faut encore inventer des choses. Et ça, je laisserai Benoît en parler tout à l'heure. Voilà. Donc nous, nos modèles économiques, subvention publique, mais on s'aperçoit qu'on en arrive à la fin et qu'il va falloir qu'on aille chercher de l'argent chez des bailleurs privés et on ne sait pas faire parce qu'on est petit, on est jeune. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est ce que disait Julie tout à l'heure sur les appels à projets, sur la concurrence, sur tout ce que ça amène. Deuxième difficulté. Mais aujourd'hui, on a pu, nous, avoir, via le contrat de ville, un contrat pluriannuel. Donc, on a des financements pour les 3 prochaines années, ce qui nous rassure. Voilà. Deuxième difficulté. Je dis aussi les difficultés. Oui. Ça te va comme ça ? Troisième difficulté, c'est quand on est petit, comme nous, c'est la trésorerie. À un moment donné de l'année, si on n'a pas reçu la subvention, on n'a plus de sous. Voilà. Et donc, du coup, là, nous, c'est ce qui est arrivé. Là, il n'y a plus un sou dans nos caisses. On a pu se payer, mais on ne peut pas payer l'URSSAF, par exemple. Concrètement, c'est un cas très concret. Autre difficulté, c'est donc sur certaines subventions, notamment le FSE, la quantité de travail administratif que ça a pour une petite structure. Moi, heureusement, c'est pas moi qui le fais. Et puis, heureusement pour les FSE aussi, parce que je suis un peu bazar, moi. C'est mon collègue qui fait ça. Il passe un quart de son temps, voire un tiers de son temps, à collecter des informations administratives pour les FSE. On ne remet pas en cause le fait qu'il faille le faire. Mais pour les petites structures comme nous, c'est extrêmement difficile, parce que, en fait, on passe du temps à collecter de l'administratif au lieu de faire les missions pour lesquelles on est payé normalement pour le faire. Donc, les plus grosses associations, elles sont un peu privilégiées par rapport à ça.
Voilà, donc c'est quelques difficultés, en tout cas quand on est petit et qu'on a une histoire qui est quand même récente, mais qu'on est quand même dépositaire d'une mission de service public et qu'on fait du bien commun, pour le commun, et que ce que disait sur... on participait à la construction d'un futur désirable. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Bruno Chavron, je suis vice-président de l'association Axe au Mur, Activité Solidarité Ménimur, qui est donc dans l'association qui a été créée grâce à Novita, et qui est une entreprise en fait. Nous sommes une entreprise, dans le cadre du territoire zéro chômeur, on appelle ça une entreprise à but d'emploi. Nous avons été créés il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous avons 45 salariés en CDI à temps choisi. Donc chaque salarié, ce sont des personnes donc, qui étaient privées d'emploi sur le quartier de Ménimur depuis plus d'1 an. Et nous devrions arriver à 53 à la fin de l'année et à 80 peut-être d'ici 1 ou 2 ans et 150 d'ici quelques années. L'idée, c'est bien de faire territoire zéro chômeur longue durée. Notre structure, nous, a la chance d'être... le modèle économique, il est relativement simple, il est cadré par la loi. Donc dans la loi qui a été votée par l'ensemble des députés, à noter, et des sénateurs, il y a d'une part la réaffectation du coût du chômage. Donc pour chaque salarié que nous embauchons, que Novita nous présente d'ailleurs, c'est ça son travail. Et chaque salarié qui est embauché chez nous en CDI à temps choisi, eh bien, nous recevons le coût du chômage, une réaffectation. Et il y a également une part du département, c'est 15% de ce que nous donne l'État, qui est aussi financé par le département. Ça, c'est parce que le département a accepté de faire cet effort-là que nous avons été habilités. S'il n'y a pas cet accord du département, c'est ce qui arrive dans d'autres endroits, le territoire zéro chômeur longue durée ne peut pas exister. Donc nous, ça a été possible, tout le monde a signé. Alors maintenant, on peut dire, c'est bien, vous avez déjà pratiquement les salaires des salariés, c'est vrai, mais derrière, il y a plein de choses, parce que pour eux, il faut loger les salariés, il faut les chauffer, il faut créer des activités, on a besoin d'investir, etc., etc. Donc ça, on va chercher de l'argent auprès de fondations. Et puis, ce qui est très important, c'est le travail de tous ces salariés. On fait de la production et on fait des services, du bois de palette, et on fait des services auprès des entreprises, auprès de particuliers, avec la particularité, nous n'avons pas le droit de faire de concurrence à tout ce qui existe au niveau local. Donc on va chercher des niches, plein de niches, pour que les salariés puissent travailler, vraiment travailler, et pouvoir faire ce genre de financer ce genre de structure. Nous, la difficulté, souvent, c'est que autant l'État nous verse bien régulièrement ce qu'elle nous doit, les 95% pratiquement du SMIC, et le département doit nous verser 15%. Mais là, il y a eu beaucoup de problèmes administratifs, des lourdeurs administratives, ce qui fait que, par exemple, pour l'année 2023, nous avions 75 000 euros qui n'avaient pas été versés par le département, pour des raisons complètement administratives. Et du coup, ces lourdeurs administratives retardent, mais nous, c'est des salaires qu'on paye. Donc c'est extrêmement grave, donc c'est de la trésorerie qu'on a besoin pour payer les salaires. Donc après, vous imaginez, il faut aller voir des banques, il faut aller leur dire, écoutez, on va recevoir, mais pas tout de suite, etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Je vais pas aller plus loin. Merci Marie-Christian. Juste avant de donner la parole à Mickaël, je crois que je ne me suis même pas présenté, je suis Yannick Bigon, délégué régional du mouvement associatif de Bretagne. Et je vous dire aussi que j'ai mis un paquet là de livres. C'est à votre disposition, c'est la toute dernière étude CESE, Conseil économique et social et environnemental, qui vient juste de sortir sur le financement des associations. Donc n'hésitez pas à vous servir à la fin de la table ronde. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Mickaël Huette, qui va se présenter avec cette question aussi. Donc suite à cette étude, quelles sont les pistes de financement des associations, alors que la fragilité de celles-ci et la mise en concurrence, comme on vient de l'entendre ici, se développent. Voilà, merci Mickaël. Bonjour à tous et à toutes, Mickaël Huette, je suis le délégué général du mouvement associatif national. Je vais peut-être commencer par vous interroger, par vous poser 2-3 questions, un petit quiz en fait sur la vie associative et le poids de la vie associative en France. Si on parle en pourcentage du PIB, à votre avis, combien de pourcentage du PIB représente la vie associative en France? Et puis derrière, on parlera du montant que... À vous. 10, 8, 10.
Alors, selon l'étude de Lionel Proutot et Viviane Tchernonog, le paysage associatif français qui sort à peu près tous les 3 ans, on est plutôt à 3%, 3 points de PIB, et la valeur monétaire, c'est 113 milliards d'euros. Sur autre petite question, l'emploi privé, par rapport à combien... alors là, du coup, le chiffre est assez impressionnant, je trouve. Combien la vie associative pèse dans l'emploi privé en France ? 10, ouais, effectivement, c'est entre 10 et 11. Donc on est bien sur ce chiffre-là, donc entre 10 et 11% de l'emploi privé en France. Dernière petite question. Entre 2005 et 2020, est-ce que vous connaissez le pourcentage de baisse des subventions au profit d'une logique plutôt une logique marchande, mise en concurrence, on va dire, des associations ? 40%. Bonne réponse, 41% exactement, effectivement. Et c'est sur ce dernier chiffre qu'il faut effectivement se poser un petit peu. 41% de subventions en moins dans les associations au profit de la commande publique et des marchés publics et de la logique d'appel à projet. C'est quelque chose d'assez impactant pour la vie associative dans sa globalité, sachant que en parallèle, le nombre d'associations augmente, en parallèle, l'inflation fait augmenter les prix, en parallèle, les besoins des bénéficiaires augmentent également. Et c'est un petit peu pour ça que le CESE a décidé de se saisir de ce sujet, notamment en lien avec l'appel des Restos du Cœur l'an passé, et donc a décidé de mettre en place une étude sur cette thématique, et on les remercie. Une étude qui a été votée à l'unanimité du Conseil économique et social, ce qui n'est pas le cas souvent. Donc on voit bien, et on a un enjeu, nous, mouvement associatif, mais un enjeu global que l'objet associatif soit un objet partagé avec d'autres, avec les collectivités territoriales, avec les autres structures et les autres structures de l'ESS. On a vraiment un enjeu pour qu'on récupère cette problématique du financement et qu'on en fasse un objet commun et un objet collectif. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport du CESE? Il dit d'abord que les associations, effectivement, sont en danger, que c'est très très lié aussi et le rapport du CESE, je trouve le nom très intéressant, renforcer le financement des associations, une urgence démocratique. Et est-ce que c'est pas une urgence démocratique encore plus depuis 3 semaines ? Je pense que si. Donc le CESE a décidé de mobiliser 6500 associations par l'intermédiaire d'un questionnaire, comme il le fait assez régulièrement en direction des habitants, mais là en direction des dirigeants associatifs. Ces dirigeants associatifs ont eu un questionnaire sur lequel ils ont quelques données. Donc et on a pu constater une grosse mobilisation. Grosse mobilisation veut dire grosse problématique pour les associations. On vient d'en avoir un exemple très concret autour de la trésorerie. L'inflation a vraiment fait du mal, la baisse des subventions publiques également, la libéralisation de l'action des associations également. On est aujourd'hui sur une difficulté qui date, enfin, une conséquence de plus de 20 ans de diminution de la subvention au profit de cette logique de marchandisation. Cette question d'appel d'offres, on en a parlé un tout petit peu en introduction de cette journée, mais cette question de l'appel d'offres et puis cette question d'appel à projet, enfin, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est de regarder un petit peu toutes les typologies. On a maintenant des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets, des marchés publics, bien entendu, dans le cadre de la... Mais on essaye de faire évoluer la sémantique pour faire passer un petit peu mieux les choses. Alors qu'effectivement, je pense qu'on devrait beaucoup plus parler de subventions. C'est le seul outil qui permet vraiment à l'association d'être à l'initiative de son projet à elle,
en direction, piloté par ses élus, et pas de répondre à un marché public où pourtant, effectivement, cette synergie avec les collectivités territoriales, elle est primordiale dans la vie associative, mais je pense qu'on peut réfléchir à d'autres systèmes qui nous permettent de financer la vie associative autour de ces financements subventions ou autour de d'autres typologies de financement. Dans le programme, dans la saisine du CESE, on parle à un moment d'un fonds, un fonds type FONGEP. Je ne sais pas si ça vous parle, le FONGEP. Donc FONGEP, c'est un fonds dédié plutôt à l'éducation populaire, même s'il s'ouvre un petit peu depuis quelques années. En fait, le principe de ce fonds, c'est que ce soit un fonds partagé, un fonds copiloté entre l'État et les associations. Et effectivement, une des propositions du CESE, c'est la création de ce fonds mutualisé de la vie associative qui viendrait être abondé par des financements tierces, par une multitude de financements tierces, peut-être un fonds territorial de la vie associative. Il est peut-être important de la territorialiser. La vie associative, les associations sont des structures de territoire, donc je pense qu'il faut très collé avec les besoins territoriaux. Et ce fonds, on trouve plutôt intéressant, nous, au mouvement associatif. On va essayer de s'y pencher sérieusement pour essayer de travailler sur ce fonds et de pouvoir présenter quelque chose d'assez clé en main pour le futur nouveau gouvernement, avec quelques petites interrogations, des grosses interrogations, bien sûr, sur ce futur nouveau gouvernement. Mais en tout cas, voilà, on va essayer on estime que au-delà des subventions, on va dire classiques, et le rapport du CESE demande un passage à 2,5% du budget de l'État dédié aux associations avec une programmatique sur plusieurs années. On estime qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à d'autres typologies de financement, et ce fonds mutualisé est quelque chose d'intéressant. Je vais revenir sur quelque chose qu'on peut imaginer peut-être un peu décalé par rapport au financement, mais pas tant que ça. C'est ce qu'on demande, nous, mouvement associatif, depuis quelques années. Ce qui a été voté à l'unanimité au CESE, c'est l'abrogation du contrat d'engagement républicain. Pas lié directement à la question de financement, quoique lié directement à la question de la relation avec les collectivités territoriales, avec les pouvoirs publics, et donc lié à la question du financement. On a un enjeu à travailler sur c'est quelque chose qu'on avait entamé avec le gouvernement qui se termine bientôt, une réflexion sur cet aménagement ou cette abrogation du CER. C'est un outil que l'on va potentiellement mettre entre les mains de personnes qui vont le rendre encore plus nuisible qu'il n'est aujourd'hui pour la vie associative. Il faut absolument qu'on arrive à se mobiliser collectivement avec les collectivités territoriales, avec les mutuelles, avec les fondations pour se battre contre ce contrat d'engagement républicain qui vient faire diminuer la liberté associative globalement. Je suis déjà trop long, je le sais. La création, peut-être un petit dernier exemple d'une proposition qui nous paraît au mouvement associatif très important, c'est les emplois aidés. La question des emplois aidés, et notamment la question de la création d'un dispositif d'emploi aidé, d'emploi citoyen, d'emploi d'utilité sociale, qui doit être remis en place au profit des associations, ce qui permettrait effectivement peut-être de venir combler un problème de trésorerie, de venir combler un problème de moyens humains. Embaucher son premier salarié pour une association, c'est un peu se lancer dans quelque chose d'inconnu et d'assez complexe. Et on voit beaucoup d'associations qui se lancent dans ce premier emploi et qui sont en difficulté derrière. On a besoin de ce dispositif de soutien à la création de l'emploi qui serait très important aujourd'hui, et c'est ce qu'on demande fermement au gouvernement. Voilà, quelques petits exemples que l'on peut retrouver effectivement dans le rapport CESE, et je vous incite vraiment à lire. Là, j'ai survolé les choses, mais en 5 minutes, c'est compliqué d'aller plus loin. Mais je vous demande vraiment de lire ce rapport et puis d'essayer de porter les différentes propositions dans vos conseils d'administration, le présenter, travailler avec vos élus locaux également pour le présenter, parce que c'est quelque chose c'est un outil qui nous paraît primordial. Nous, on va faire le service après vote de ce rapport, mais on a besoin de la vie associative dans sa globalité pour porter ce service après vote. Merci. Merci Mickaël.
On va continuer. Alors, j'imagine que vous avez plein de questions. Gardez-les, notez-les si vous pouvez. On va prendre un temps vraiment pour y répondre tout à l'heure. On va continuer cette table ronde avec une autre intervention. Là, on passe du niveau national, on est passé du niveau local au niveau national, avec en particulier l'étude CE, donc au niveau régional désormais, mais peut-être même national, à voir. Voilà, je laisse la parole à Joël Goron. Résumé, 5 minutes pour présenter la structure, les problématiques et les solutions. Oui, allez, je te donne 6-7 si tu veux. Ouais, merci. Bel exercice de synthèse. Bonjour à toutes et tous. D'abord l'URIOPS, rapidement. D'ailleurs, je vais forcément être rapide, vu le temps qui nous est imparti. Déjà, merci de nous inviter et merci de nous donner la possibilité d'une connexion entre deux réseaux qui se connaissent mais qui ne se fréquentent pas forcément et c'est bien dommage. Et si ça peut être l'occasion de connexions nouvelles, nous en sommes ravis. L'URIOPS, Union régionale interfédérale des œuvres privées, sanitaires et sociales. On aime bien les acronymes imprononçables dans le secteur. Et le réseau UNIOPS-URIOPS existe depuis 1948 en France et est présent en Bretagne depuis 1950. Aujourd'hui, donc, un peu plus de 200 associations gestionnaires sociales, médico-sociales et sanitaires adhérentes qui accompagnent 250 000 personnes en Bretagne grâce à l'action cumulée de 35 000 professionnels et d'un peu plus de 7 000 bénévoles. Les problématiques du secteur à l'heure actuelle, bien évidemment, c'est de faire en sorte que les associations jouent pleinement leur rôle. Nous n'avons jamais considéré que nous n'étions que des opérateurs. Nous le sommes, mais nous avons la prétention et la volonté d'être des contributeurs aux politiques sociales face donc au département et à l'État. Alors, à noter, je vais vite, j'en suis désolé, mais je pourrais y revenir si vous avez des questions sur le sujet, une complexité des modes de financement, qui n'est pas le propre du secteur, mais globalement qui nous met face au niveau régional à 4 départements qui n'ont pas forcément la même approche et qui n'ont pas forcément le même vécu en termes d'accompagnement social. Il ne s'agit pas de les classer, il s'agit de faire le constat de différence. Un partenaire, donc l'État, l'Agence régionale de santé, et puis d'autres, bien évidemment, acteurs, comme des collectivités locales, un peu la région, mais pas principalement. Et aujourd'hui, un cumul de difficultés qu'historiquement le secteur n'a jamais connu. En commençant par l'attractivité des métiers, à la peine. On a de gros besoins en termes de recrutement et des difficultés énormes pour recruter. Un exemple plus classique, c'est celui effectivement du troisième âge, où on sait pertinemment que nous sommes dans un pays où le vieillissement va s'accélérer et nous sommes face à une espèce d'aveuglement, de surdité sur des perspectives de vieillissement pour lesquelles nous ne sommes absolument pas préparés. Depuis au moins 2017, on nous parle d'une loi grand âge que chaque année on repousse. Je dis bien chaque année on repousse. Un élément de contexte, et pas des moindres, Jean-Christophe Combes, ministre depuis juin 2023, Jean-Christophe Combes, Aurore Berger, Martine Vautrin et probablement dans les semaines à venir une 4e ministre. Comment voulez-vous construire une politique d'accompagnement social à long terme avec en un an, en gros, 4 ministres? Première difficulté. Autre difficulté, personne ne dit qu'il faut combattre le système associatif. Personne ne le dit. En revanche, il y a un certain nombre de faits qui nous interrogent sur la volonté des pouvoirs publics de préserver le système associatif. Un exemple caractéristique dont on a tous entendu parler, Orpea. Orpea, c'était en 2022. Je vois que ça fait tousser mon voisin, à juste titre. Mais tout le monde s'est indigné, bien évidemment, des histoires de maltraitance caractéristiques de ce réseau. Peu de gens, ou moins de gens, se sont indignés du fait qu'on parlait d'un groupe qui rémunère des actionnaires sur l'accompagnement de personnes vulnérables. C'est juste immoral. Or, ce groupe-là est soutenu financièrement aujourd'hui pour remonter, je dirais, sa structure qui a changé de nom, mais d'évidence passée pratique. Et je vous invite à lire les écrits de Vincent Castanet sur le sujet. Dans la rubrique « La réalité dépasse la fiction », c'est juste incroyable. Voilà, donc je pourrais continuer la liste, mais puisque j'ai encore 5 minutes... plutôt qu'une liste à l'après-vert de vous avez vu comment ça va pas et puis vous plombez le moral. Alors c'est vrai que ça peut être assez plombant, mais je préfère insister plutôt sur la capacité des acteurs associatifs, parce que c'est aussi dans les gènes de l'associatif. Alors sommes-nous papillons ou chrysalides, je ne sais pas, mais en tout cas on réagit, et je voudrais vous citer 2 exemples de réactions extrêmement intéressantes ici en Bretagne. Premier exemple, la création il y a quelques années maintenant d'un collectif interfédéral. Il y a 13 unions et fédérations bretonnes liées au secteur social, médico-social et sanitaire qui ont décidé de se regrouper. Ça s'appelle Solicare Braze.
Oui, c'est breton. Avec la volonté, je dirais, de porter auprès des pouvoirs publics les difficultés du secteur, mais de manière unie, et je dirais non pas uniforme, mais de manière complémentaire. Je veux par là évoquer parfois la difficile lisibilité du secteur qui est le nôtre au travers d'une atomisation qui fait que le grand public ne comprend pas forcément comment nous fonctionnons. Et on a besoin, je dirais, de faire un peu preuve de pédagogie, d'abord en décrivant la réalité du secteur. Alors, sans exagération, en disant simplement la réalité qui est la nôtre, faisant valoir le fait que nous sommes des acteurs importants dans les territoires, qu'il s'agisse de territoires urbains ou de territoires ruraux, que notre capacité à agir va des enfants en passant par les adultes aux personnes âgées, en considérant l'accompagnement à domicile, mais aussi en établissement et même dans la rue. Et de ce fait-là, faire valoir le fait que nous défendons certes une logique d'accompagnement, mais on défend aussi un certain type d'accompagnement caractérisé notamment par et ça va vous parler aussi, le respect des droits fondamentaux. Est-ce que les droits fondamentaux aujourd'hui sont respectés ? Je vous laisse répondre à cette question. 2, la primauté de la personne en considérant que nous sommes pour un accompagnement de qualité envers tous les citoyens. Je dis bien tous les citoyens. Et déjà, quand je dis tous les citoyens, dans le contexte dans lequel nous sommes, on voit bien que ça peut potentiellement interroger. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir si le temps qui m'est imparti me le permet. Un deuxième exemple que je voudrais vous citer, qui n'est pas directement lié à une démarche associative et qui pourrait peut-être faire, et qui va certainement, je pense, être évoqué dans l'atelier voisin, sur la connexion avec les collectivités locales. Je voudrais vous parler de ce collectif Territoire du Grand Âge en Résistance, qui a été porté par quelques élus bretons, quelques maires, notamment dans les Côtes-d'Armor. Tous les 4 départements bretons sont concernés, enfin les 4 départements de la Bretagne administrative, je précise pour mon voisin. Donc Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, et où des maires ont décidé de s'unir, de créer un collectif, d'aller saisir le ministère pour dire nous ne sommes plus dans la capacité d'assumer notre rôle, menaçant même l'État d'attaque pour non-assistance à personnes âgées en danger. Comment ça se traduit aujourd'hui ? Eh bien déjà par une connexion avec le réseau associatif qui est le nôtre, en disant que si nous ne sommes pas associations, nous partageons quand même un certain nombre de valeurs aussi, et que de savoir unir nos forces, c'est aussi une façon originale de se distinguer et de peser dans le rapport de force qui nous caractérise avec les pouvoirs publics, avec la volonté aussi d'étendre le mouvement hors Bretagne. Et ça sera mon point de conclusion. Ce que j'aime bien évoquer dans ces 2 exemples, c'est le fait de dire que ce sont 2 exemples de réaction du secteur associatif qui ne viennent pas de la capitale, mais qui viennent de la région, de la province, comme disent les Parisiens. C'est une réalité, et ça, je dirais que c'est suffisamment intéressant pour se dire qu'on n'a beaucoup à attendre du régional, et que de ce fait-là, on considère que se dire qu'on est capable de réagir en Bretagne, c'est bien, mais nous sommes parfaitement conscients du fait de se dire aussi que si ça ne se limite qu'aux frontières bretonnes, si je puis dire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc nous sommes forcément dans une logique d'extension de ces mouvements et de connexion avec d'autres régions. D'où l'importance de réseaux nationaux pour assurer une transition entre les initiatives de ce type qui caractérisent l'ensemble des régions françaises. Voilà. Alors là, j'ai envie de continuer, mais je ne peux pas, bien évidemment, parce que là, c'est trop court. Merci Joël. Merci Joël d'avoir répondu à la question que je ne t'ai pas posée, parce que je n'ai même pas posé de question, mais tu as bien répondu. C'était vraiment sur les pistes pour préserver la non-lucrativité et sur les enjeux majeurs liés à ton secteur. On va terminer avec cette table ronde, enfin ces interventions en table ronde. Je suis désolé vraiment de ce temps court, tellement il y a de choses à dire. On aurait pour plusieurs jours, sans aucun doute, par Pierre Pouliquen. Et puis après, on va pouvoir discuter jusqu'à 13h. Puis après, vous avez sans doute déjà faim, on ira déjeuner. Pierre Pouliquen, je te laisse te présenter et peut-être une réaction par rapport à ce qui a été dit. Pierre Pouliquen, élu au Conseil régional, tu vas dire quel poste tu as, mais par rapport à ce qui a été dit au niveau local, régional et national, ces problématiques, là on voit bien que ça s'écarte aussi tout ce qu'il peut avoir, et enfin ce qui peut remonter du terrain. Je te laisse réagir assez. Je sais que tu parles des fois un peu beaucoup. Je parle des fois un peu beaucoup, c'est difficile. Enfin, modestement la réaction, parce que je pense que là, on revient peut-être sur la même chose, sur la notion de financement et autres. Donc Pierre Pouliquen, je suis vice-président de la région en charge des sports, de la jeunesse, de la vie associative et de l'égalité des droits. Et comme le disait le président tout à l'heure de région, je viens aussi de la vie associative. C'est important de le rappeler, même si j'ai pu militer dans un parti politique. Aujourd'hui, je n'en suis plus, donc je suis en toute autonomie, comme diraient certains.
Juste, les 2,5%, je pense que le législateur a la responsabilité aujourd'hui du financement de la vie associative. Pour moi, il est clair. Par contre, quand vous regardez aujourd'hui, si vous lisez bien, alors moi, il y a certains programmes que je ne lis pas tout de suite, mais en tout cas, pas beaucoup en parlent. Très peu en parlent. Alors c'est peut-être que d'un regard de la Bretagne, je ne vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure, mais on a une notion de tissu associatif qui fait aussi partie, quelque part, d'une notion de solidarité qui existe et qui est ancrée au niveau de la Bretagne. Et c'est vrai que quand on va à Paris, moi je me rappelle une ministre des Sports me dire « Ah bon, vous avez des bénévoles, vous n'avez pas que de l'emploi dans l'associatif ». Donc quand on entend ça, ça fait assez peur. Donc c'est vrai qu'à un moment, je pense que ce qu'on vit en ce moment apporte une seule réponse, c'est donner du pouvoir au local, mais donner aussi les moyens financiers au niveau du local. Donc pour moi, le législateur a une grande responsabilité. Et puis après, si on parle des 2,5%, alors nous on est à 6,5%, mais on est bien dans nos compétences. Si chaque collectivité agit au sein de la vie associative dans ses compétences, aujourd'hui on voit des départements, notamment un département qui est un peu au bout là-bas, dans le Finistère, on voit bien qu'il y a une volonté politique très claire de ne pas se poser de questions, de savoir quel impact va avoir des baisses. Alors, évidemment, nous, on aimerait bien augmenter. On est aussi dans ce cas-là. Quand on a un budget qui est un peu fermé et que derrière, on a plus d'acteurs qui y rentrent, on est obligé de faire des choix. Donc le choix, c'est soit l'équité, c'est soit laisser quelqu'un à la porte. Donc c'est pas si simple. Juste pour dire aux élus locaux, moi j'ai été adjoint au maire à la vie associative et j'avais dit à mon maire, écoute Francis, c'est pas compliqué. Tu mets 100 mètres d'enrobé en moins sur ta commune et 100 mètres d'herbe à la place, les citoyens vont pas venir t'engueuler. Par contre, la vie associative va être heureuse, surtout au prix de l'enrobé d'aujourd'hui. Je vous explique pas la somme. Donc on est bien là aussi sur une volonté politique. Et on a tendance à oublier le passé. Alors je vais pas... on a plein d'exemples. Nous on a la délégation de compétences sur le FDVA. On voit bien qu'en travaillant collectivement, alors avec une enveloppe qui ne grandit pas non plus, mais on essaye de travailler. Alors on a travaillé sur la pluriannualité pour partir sur 3 ans pour éviter cette notion un peu difficile de l'appel à projet. Alors l'appel à projet, moi dans ma tête, c'était surtout pour qu'il y ait un projet associatif en face. C'était aussi ça. Donc ça veut dire qu'il faut aussi une certaine solidarité entre le monde associatif. On l'a mis en place, je voyais un président de ligue tout à l'heure qui était par là, on l'a mis en place au sein des ligues, on a travaillé avec eux pour se dire qu'à un moment, quand vous avez un peu plus de facilité financière pour pouvoir subvenir à 1 an, 2 ans, surtout quand il y a des emplois, il faut savoir être aussi solidaire avec les autres qui en ont un peu plus besoin. Moi j'ai le souvenir en tant qu'adjoint à la vie associative d'avoir 2 associations qui m'envoyaient un courrier, non pas pour demander une subvention, mais pour dire que cette année, l'année avait été meilleure et qu'elle n'en voulait pas et qu'elle donnait aux autres. Donc c'est aussi cette notion de solidarité. Donc moi j'ai pas le pendant, il y a juste une certaine volonté politique qu'on doit mettre en œuvre. Et moi, pour moi, ce que le CESE présente, c'est là-dessus qu'on doit regarder, parce que si on sait très bien que de toute façon, il faut imposer pour faire en sorte qu'on fasse évoluer. Et dernièrement, je dirais que là, on est en train de travailler à l'écriture d'une demande de saisine au Césaire pour qu'on puisse analyser, diagnostiquer et puis donner des pistes sur l'impact économique et social de la vie associative en Bretagne. Et mon collègue Arnaud Toudic le dit souvent, qu'est-ce que serait la Bretagne sans la vie associative si elle se mettait en grève pendant 15 jours? On verrait que la Bretagne ne fonctionne plus. Mais comment peut-on faire intervenir, à part à travers le CESE, nos décideurs au niveau national qui, en effet, qui ne savent même pas que la vie associative existe quelque part. Et puis, j'en terminerai là, regarder l'impact social, économique, c'est aussi de se dire, soit l'activité de la vie associative a un impact hyper social, on en a parlé ce matin, les 2 présidents l'ont bien répété, cette notion de vivre ensemble et autres. Mais ça a aussi un impact financier très fort sur le territoire. Très fort. N'importe quel club qui injecte 1 euro, va générer 5, 6, 7 euros sur le territoire, non délocalisable.
ce qui met aussi l'économie en avant. Quand vous faites une kermesse, le charcutier du coin, la boulangerie du coin fonctionne aussi à travers ça. Donc à un moment, c'est une volonté politique claire et nette. Donc nous, on essaye de faire à notre mesure. Le président ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il a fait aussi le choix, cette fois-ci, de porter la vie associative, la culture, les langues et le sport, de le garder malgré une baisse de dotation que l'on a. Mais ça, c'est un autre débat. Les sénateurs doivent s'y mettre aussi. Et enfin, faisons attention. J'ai des collègues qui sont dans les commissions permanentes. On n'est pas d'accord tout le temps, mais on est surtout quand même d'accord pour dire que la vitalité associative est importante et qu'on n'a pas un choix aléatoire à faire pour accompagner ou pas une certaine association ou l'autre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, dans la commission permanente dont j'ai la chance d'y être. Merci Pierre. Alors voilà, il y a Émilie qui est juste dans la salle, là, qui va pouvoir promener le micro à ceux qui souhaitent poser une question. Alors je ne vois pas Émilie. Ah non, elle était là tout à l'heure. Bon, elle est partie. Bon, bah alors je vais devoir me déplacer. Ah oui, tiens, je vais donner à... Voilà. Elle a dû avoir une urgence. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Marie Cochet, je suis directeur de l'éducation de la ville de Brest. J'ai une remarque et une question. Une remarque, tout à l'heure, vous parliez là, du temps que vous passez à remplir des appels à projets. Je fais partie des fonctionnaires, on n'est peut-être pas totalement majoritaire à penser que nous aussi on pourrait passer un autre temps à faire autre chose que lire les réponses aux appels à projets et développer les indicateurs. C'est une position personnelle. J'aimerais bien vous entendre autour de la table sur la notion d'appel à projet. Moi personnellement, et la ville de Brest est plutôt pro convention pluriannuelle et autres. On a aussi des critiques du monde associatif sur le fait que quand on fait une convention pluriannuelle, ça fige aussi les montants et donc d'autres acteurs associatifs qui devraient rentrer, ben voilà, pourquoi vous donnez à l'un et pas à l'autre. Ça m'intéresserait d'avoir deux mots sur appel à projet, VS pluralisme de la part du monde associatif. Enfin, comment vous réfléchissez à cet équilibre entre je donne pour plusieurs années, mais en même temps je ne fiche pas complètement les financements sur quelques acteurs qui ont leurs entrées, si je fais un peu de polémique. Alors, qui veut répondre à cette première question? Mickaël, peut-être Pierre? Moi, j'ai un peu répondu, mais... Enfin... Non, C'est bon? Non. Oui. Ça y est, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai un peu répondu tout à l'heure. Enfin, je partage sur le temps agent. Je pense que des fois, on doit avoir une réflexion un peu différente. Mais vous avez presque donné la réponse dans votre question. La difficulté, en fait, elle est... alors, il y a des collectivités qui ont des leviers financiers. Donc, ils peuvent faire un choix politique de passer sur du pluriannuel, d'avoir une lisibilité quelque part sur l'avenir. Nous, en tant que région, on n'a pas. On vit d'un côté de dotation de l'État à 98%, et à 2%, on vit d'un petit levier financier qui peut augmenter si on développe la voiture individuelle tout en ayant le transport collectif en responsabilité. Donc vous voyez la cohérence, elle est assez flagrante. À un moment, nous, en fait, on travaille avec les têtes de réseau. On essaye de travailler avec les têtes de réseau pour voir quel est le meilleur modèle de travailler. Et je sais qu'ici, dans la salle, on a pu travailler avec le réseau du CRAGEP où il y a eu des malheureux et des heureux. Il y a eu des malheureux parce qu'ils ont perdu gros, parce que l'enveloppe n'était pas augmentée, était un petit peu augmentée, mais que d'autres voulaient rentrer. Donc ça a été un choix collectif, peut-être pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, ça a été un choix collectif. Et nous, collectivités, on doit faire en sorte d'identifier les têtes de réseau et de travailler avec eux pour voir quel est le meilleur modèle quelque part en fait. Le CRAGEP, c'est le réseau régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Excusez-moi, ouais. Je suis pas à l'ARS, mais on y est presque. Normalement, c'est 10 € dans la cagnotte. Ça aussi, c'est un bon principe peut-être pour rapporter de l'argent. Donc voilà. Donc non, mais c'est des choix. Et c'est pas facile. Et toutes les collectivités ne travaillent pas de la même façon. Une collectivité locale petite a peut-être plus de facilité à avoir les interlocuteurs en face d'eux plutôt qu'une grande ville, une grande agglomération qui n'a peut-être pas le contact direct.
En tout cas, nous, l'échelle régionale, c'est les têtes de réseau. C'est vrai qu'on entend ici et là qu'on accompagne telle et telle association. En dehors de la politique sectorielle, c'est les têtes de réseau qui travaillent avec nous, mais c'est pas simple. Tout le monde a les mêmes problématiques et surtout la notion de vision. Et ça, par contre, le pluriannuel, on doit le mettre en œuvre. On doit le mettre en œuvre. Mais ça veut dire qu'on passe un contrat aussi. Donc il faut aussi accepter le fait qu'on est élu aussi pour faire de la politique. Donc on a des impulsions politiques que l'on doit retrouver dans l'accompagnement que l'on fait aux autres. Sinon, ça sert à quoi qu'on soit là, quelque part? Ouais. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à réfléchir un petit peu autrement. On a quelques collectivités territoriales qui mettent en place, qui choisissent effectivement les actions, les associations, avec les associations elles-mêmes. Comment ce choix de subvention, il peut être sur un territoire très restreint, parce qu'il faut que les assos se connaissent très bien, il faut que les assos aient l'habitude de travailler ensemble, il faut qu'il y ait des logiques de consortium qui se mettent en œuvre, etc. Mais comment sur un territoire assez petit, on permet aux associations, voilà, vous avez, je sais pas, 200 000 € pour votre quartier et choisissons ensemble, discutons ensemble de quel financement, quel projet on va financer, quelle association on va financer là. C'est peut-être un peu utopique ce que je dis là, mais je pense que ça peut se mettre en œuvre s'il y a une logique concertée entre les associations, les collectivités territoriales, s'il y a une logique de travail ensemble, de confiance. Je pense qu'on peut travailler sur ces espaces-temps-là où on discute des financements avec les associations. En tout cas, ce serait dommage de ne pas le tenter. Je trouve que c'est une super idée, ça. Ça serait bien qu'on puisse à garder, ouais, à développer. Alors, nous, quand on est tout petit et tout récent, le fait d'avoir, là, on vient de passer un contrat, sur 3 ans, ça nous permet de respirer, quoi, et de se dire, bah voilà, on va construire enfin sereinement un peu de pérennité et dans la sérénité, même si sur d'autres choses c'est un peu nettement moins serein, parce qu'on ne sait pas comment on va être mangé, hein, nous, dans le cadre des prochaines élections. Voilà, ça. Et puis quand on a juste que du fonctionnement, en fait, parce que nous on a 2 salaires à payer, en fait, qui on va aller chercher en bailleur privé, c'est extrêmement compliqué, hein. On est en train de faire la liste des fondations, mais qui financent que du fonctionnement, il y en a très peu, quoi. Et donc le fait d'avoir cette respiration-là, ça nous fait un peu de bien quand même, et ça nous rassure. Et puis je compléterais simplement que quand il y a des salariés, il y a quand même des enjeux extrêmement importants à plus ou moins long terme. Donc ça peut être un critère aussi dans cette concertation qu'on a entre les associations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a encore quelques minutes, pas beaucoup, mais... Ah, bah, je ne vois pas. Sébastien arrive au courant. Oui, bonjour. Jérémy Jallet, Ludothèque Lamarelle à Auray. Excusez-moi. En fait, on parlait tout à l'heure du temps agent pour lire les dossiers, du temps dans les associations pour remplir les dossiers de subvention. Est-ce que, à un moment, il n'y aurait pas moyen que les collectivités territoriales travaillent un peu ensemble, histoire que les dossiers soient un peu plus uniformisés, que quand je remplis un dossier FDVA, je vais reprendre les mêmes chiffres que quand je remplis mon dossier commune ou mon dossier interco, mais que ce soit uniformisé et que je ne passe pas 1000 ans à remplir 12 dossiers différents pour à peu près la même chose. Il y a eu des tentatives, on voit bien que c'est un peu infructueux, effectivement. Après, l'outil va sûrement aider de plus en plus. Je vais peut-être me faire insulter, mais Contasso devient quand même utilisable. Voilà, alors que il y a quelques années, il n'était pas vraiment utilisable. Là, il devient utilisable. Je ne dis pas qu'il est ergonomique et tout se passe bien. Et effectivement, je pense que vous avez raison. L'étape d'après, c'est de convaincre les collectivités locales, les collectivités territoriales, que la petite question B12 qui est spécifique à leur collectivité, elle n'est pas vraiment utile au final. Elle serait utile que s'il y avait une évaluation, que s'il y avait vraiment une prise en compte de cette réponse. Donc voilà, aujourd'hui, Contasso doit
doit permettre ça demain, doit permettre de pouvoir l'utiliser, est ouvert aux collectivités territoriales. Donc il faut que les collectivités s'engouffrent dedans, et puis peut-être que l'outil évoluera aussi un petit peu et sera un petit peu plus ergonomique, comme on dit, pour que ce soit plus simple pour les bénévoles et qu'il n'y ait pas besoin de formation pour pouvoir demander une subvention, parce que c'est un petit peu le cas quand même aujourd'hui. On est obligé de mettre en place des formations pour arriver à utiliser le logiciel qui permet de demander des subventions, et là on tourne en rond, quoi. Merci pour votre question très pratique. Monsieur ? Oui, merci. Par rapport au problème de financement des dotations relais, des dotations qui sont en attente, que des retards de versement de subventions, est-ce que la création d'un outil de couverture du risque sur ces problèmes de financement serait pertinent ? Alors, qui peut répondre à cette question ? Je donne un exemple rapide. Une subvention dispose d'une bonne trésorerie, une association a une bonne trésorerie, une autre qu'elle connaît est en attente de versement, n'a pas l'argent. Est-ce qu'il peut être intéressant de mettre en place un outil qui couvrirait le risque ? Ouais, si on avait connaissance, surtout aussi de la trésorerie. Alors, je vais pas aller dans... Je sais que je vais dire des choses qui vont un peu chagriner, mais la trésorerie, c'est d'une année sur l'autre. Il faudrait avoir les livrets, il faudrait avoir un peu tout pour pouvoir aller là-dessus. Et puis après, on est quand même régi. Nous, en tout cas, les collectivités, il y a des paiements derrière. C'est complexe. Quand je dis législateur, il faut vraiment faire évoluer les choses, en fait. Clairement. Mais votre idée est très bonne. Clairement. C'est-à-dire que moi, si je prends, ça n'a rien à voir. Mais on a fait un appel à projet. Alors, c'est pour les collectivités, c'était pas pour les assos. Bien Vive en Bretagne. Le choix qui a été fait d'accompagner les projets était un choix aussi calendaire. C'est-à-dire de ne pas aller accompagner un projet qui arrive dans 3 ans. C'était bien un projet qui arrivait dans l'année qui suivait. Et d'aller jusqu'à avoir la volonté d'enlever l'aide quand le projet ne se faisait pas dans les temps. Mais là, sur la vie associative, je pense que c'est assez complexe. Alors, juste sur le dossier unique. Moi, je veux bien, hein. Je suis complètement d'accord. Mais après, quand on va être appelé la démocratie à venir aux urnes, déjà, les gens n'arrivent pas à reconnaître la région, le département, qui fait quoi, la collectivité. Là, alors là, nous, on a une solution en Bretagne, hein, c'est une collectivité unique. Hein, là, il n'y a pas de problème, ça marche, il n'y aura plus qu'une entrée et terminé. Mais là, on n'y est pas encore. Hein. Moi, je voulais dire simplement que nous, on a eu ce genre de problématique et en fait, on s'est adressé à des associations partenaires qui étaient sur les mêmes principes. Et je peux le dire, c'est Emmaüs, par exemple, ici, local, qui nous a bien aidés pour démarrer parce que quand on n'a pas de trésorerie et qu'on a des salariés, etc., bon, c'est trop grave. Et donc, on a frappé aux portes de différentes associations. On savait qu'elles avaient des possibilités. Et donc, je le dis franchement, Emmaüs nous a énormément aidés au démarrage. Mais malheureusement, voilà, il faut faire du porte-à-porte, encore une fois. Mais l'idée de travailler en interassociation, ça me paraît une idée intéressante parce que, justement, au niveau du calendaire, du calendrier, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire sur 2-3 mois, mais pour nous, c'est vital, 2-3 mois même. Sur le principe, je suis d'accord avec vous. Par contre... c'est pas à la vie associative de compenser les retards de paiement des collectivités territoriales ou de l'État. Je pense qu'il faut d'abord travailler avec l'État et avec les collectivités territoriales et avec l'Europe, parce qu'aujourd'hui, cette problématique est surtout est vraiment très importante au niveau européen, notamment sur le FSE, où on a un décalage de trésorerie de plusieurs années. Dans quelques collectivités territoriales, c'est le cas. J'ai rencontré une asso il y a très peu de temps, on avait 3 ans. 3 ans. 3 ans, et en plus avec des transferts entre des compétences territoriales et puis des compétences européennes, donc avec des justificatifs qu'on n'avait même pas eu le temps d'anticiper, quoi. Donc, effectivement, il faut qu'on travaille d'abord avec les collectivités territoriales. On verra ce qui restera, avec l'État. On verra ce qui restera après, et puis après, éventuellement, monter des fonds mutualisés. Voilà. Il y a un outil qui est assez important et c'est l'outil de France Active aussi, hein, qui est vraiment un outil intéressant pour le monde associatif, donc de Bretagne Active. Qui est présent à l'étage France Active Bretagne. Ouais. France Active ils sont là. Qui est un outil que vous devez, vous, en tant que dirigeant associatif, pouvoir vous saisir assez facilement, normalement, quoi.
Voilà, je vais devoir arrêter puisqu'on a déjà pris du retard. Je vous remercie de votre participation. N'oubliez pas, vous avez peut-être une toute dernière question ? La toute dernière, David. Mais... J'aime bien ton mais, avant que je démarre de parler. Bonjour, David Moran, je suis le directeur général de la Ligue de l'enseignement pour le Finistère. Je me suis retrouvé dans pas mal de choses depuis tout à l'heure. Bonjour Jean-Marie. Voilà, on a une convention avec la ville, on va sur du FDV1 pluriannuel, sur tout un tas de choses et compagnie. J'avais juste peut-être une dernière question, mais sur un ton un peu provoque, comme vous me connaissez. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que les subventions, enfin l'heure de décès des subventions est arrivée ? C'est-à-dire la subvention, revenons à l'origine, c'est quand même normalement une part de l'argent public qui est dédié à un projet associatif, sans contrepartie sur l'initiative d'un projet associatif. Et aujourd'hui, en fait, malheureusement, je crois que le monde dans lequel on vit ne nous permet plus ça. Je ne dis pas que c'est simple, c'est peut-être utopique, cette définition, mais c'est celle qui est posée dans la loi ESS de 2014, globalement. Or, aujourd'hui, FDVA2, on en parlait tout à l'heure, à Brest, il y a eu des associations qui se sont fait retoquer du FDVA2 par rapport à différents sujets. On pourrait en parler, c'est un peu long, mais voilà. FDVA, on doit rendre des bilans. Appel à projet, on doit rendre des bilans. Il y a des contreparties, il y a des bilans, c'est beaucoup de temps passé. La région, c'est très bien, mais la loi NOTRe est passée par là, la loi MAPTAM aussi. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, n'ont plus forcément la clause de compétence générale, permettant d'intervenir sur tous, sont spécialisés, donc ont des comptes à rendre sur ce qu'ils font, renvoient à l'État sur la vie asso, ou renvoient à d'autres, chacun se renvoyant la balle. Donc il n'y a plus cette possibilité ou cette largesse non plus forcément d'avoir de l'argent qui permette de soutenir des projets associatifs. Et or, c'est quand même la définition, je pense, de la subvention. Voilà, c'était un petit ton un peu provoque. Ça ne demande pas nécessairement une réponse, c'était vraiment une intervention générale. Merci beaucoup, David. Voilà, je vous invite à prendre donc l'étude CESE. Merci pour votre participation chacun, chacune. Bonne journée encore. Vous avez encore des ateliers cet après-midi. Merci aux participants de la table ronde. Bonne journée.